revoir et adieu, jolie fille madrilène. Bienvenue sur Charlie Don't Surf. Charlie est de retour et s'attelle aujourd'hui à l'analyse d'un film qui est considéré comme le tout premier blockbuster de l'histoire du cinéma. L'incroyable Jaws de Steven Spielberg. Sorti sur les écrans en 1975, Les Dents de la Mer en français est un film qui a atteint aujourd'hui le statut de film mythique. Il a connu 3 suites, largement dispensables, mais surtout, il a donné naissance à un sous-genre à lui tout seul, le shark movie ou film de requin. L'histoire est centrée sur les attaques d'un grand requin blanc dans les eaux d'Amity Island à l'été 1974. Après des débats houleux avec la municipalité, Martin Brody, le chef de la police, sera contraint de faire équipe avec l'océanographe Matt Hooper et le pêcheur Quint pour tenter de venir à bout du monstre. Jaws est l'adaptation du best-seller de Peter Benchley paru en 1974. Et le scénario est écrit par l'auteur lui-même. Alors il sera également retravaillé par Carl Gottlieb, Howard Sackler et le grand John Milius pendant le tournage. Benchley racontera avoir lu un article du New York Daily News en 1964 qui rapportait la capture d'un requin de plus de 2 tonnes au large de Long Island. Le livre recevra des critiques mitigées, mais s'écoulera néanmoins à plus de 9 millions d'exemplaires. Les producteurs David Brown et son associé Richard Zanuck flairent le potentiel cinématographique de l'œuvre de Benchley et lui rachètent les droits. Ils confient le bébé au jeune Steven Spielberg, dont ils viennent de produire Sugarland Express. Zanuck imagine Charlton Heston ou Paul Newman dans le rôle principal. Mais Spielberg leur préférera Roy Scheider, qui l'a marqué dans le récent French Connection. Matt Hooper est interprété par Richard Dreyfuss et Quint le pêcheur par le truculent Robert Shaw. Le tournage se déroulera principalement sur l'île de Martha's Vineyard dans le Massachusetts de mai à septembre 1974. Spielberg exige que certaines scènes soient tournées en plein océan pour plus de réalisme, notamment pour des raisons de photographie, Spielberg estimant que le bleu de l'océan ne pourra jamais être approché en filmant dans un bassin. C'est l'une des raisons qui vont conduire à une explosion du budget, qui s'élèvera finalement à plus de 9 millions de dollars. Le tournage est très difficile. Les syndicats exigent qu'une équipe de techniciens de 100 personnes minimum soit en permanence présente sur le plateau. Les acteurs menacent de faire grève à certains moments. Des conditions climatiques compliquées surviennent et le budget s'envole. S'ajoutent à ça des pannes récurrentes sur les 3 requins mécaniques qui, au final, sont difficilement utilisables. Et cerise sur le gâteau, Robert Shaw, alcoolique notoire, ne s'entend pas du tout avec Richard Dreyfuss, ce qui conduira notamment à quelques engueulades musclées sur le tournage. Pour de nombreux spectateurs en 2023, Les Dents de la Mer est un film vieillot aux effets spéciaux dépassés, avec ce requin tout fake qui fait même pas peur. Mais aujourd'hui, Charlie va vous expliquer pourquoi ce film est un authentique chef-d'œuvre que le temps ne pourra jamais ternir. Alors évidemment, Steven Spielberg est mondialement connu et reconnu aujourd'hui comme l'un des plus grands metteurs en scène de cinéma. Chez Spielberg, en plus d'une maîtrise parfaite des cadrages, c'est la caméra qui bouge. Il est le maître absolu des travelling. Le plus emblématique de ses mouvements de caméra est probablement le Spielberg Face, ce travelling avant sur le visage d'un acteur pour mettre en valeur une expression de peur, de joie ou de surprise. Dans Les Dents de la Mer, l'un des plans mythiques est un travelling compensé sur Roy Scheider, quand son personnage est témoin de l'attaque du requin sur la plage. Le principe de ce type d'effet est le couplage simultané entre un travelling mécanique avant et un zoom arrière. L'effet à l'écran sera une distorsion des perspectives à l'arrière-plan, ce qui renforce l'impression qu'on entre dans la tête du sujet. A noter que Spielberg n'est pas l'inventeur de ce procédé, qu'on a vu auparavant, notamment dans Vertigo d'Alfred Hitchcock. En outre, Spielberg maîtrise parfaitement le rythme qu'il donne à ses œuvres, notamment dans Les Dents de la Mer.
Le rythme au cinéma, c'est fondamental. Quand c'est bien maîtrisé, c'est ce qui fait qu'on peut regarder un film de 3 heures sans voir le temps passer. Dans Les Dents de la Mer, le trio d'acteurs principaux est pour moi l'un des plus efficaces de l'histoire du cinéma. Alors bien sûr, les acteurs sont très bons. Mais au-delà de ça, ils sont surtout parfaitement choisis. Le casting est tout simplement incroyable. Roy Scheider est parfait dans le rôle de Martin Brody, ce chef de la police fraîchement débarqué de New York qui déteste l'eau, ce qui évidemment est un sérieux handicap dans cette aventure. Richard Dreyfuss incarne cet océanographe un brin excentrique, avec beaucoup de naturel. Matt Hooper est une sorte de hipster avant l'heure, citadin et issu d'une famille riche, avec un je ne sais quoi de sympathique et d'exaspérant à la fois. Pour finir, le rôle de Quint semble avoir été taillé sur mesure pour Robert Shaw. Vieux loup de mer cynique et alcoolique, Quint est le parfait prototype du marin revenu de tout, pur produit du prolétariat de la pêche. Chacune de ses apparitions à l'écran est touchée par le génie. N'oublions pas des seconds rôles très solides, en particulier Lauren Gary dans le rôle d'Ellen Brody et Murray Hamilton dans le rôle de Larry Vaughn, le maire d'Amity. Il y a un monstre et il faut le buter. Le scénar de la plupart des shark movies se résume à ça, ce qui explique pourquoi on les oublie tous très très vite. Mais dans Les Dents de la Mer, on est sur un tout autre level. Dans ce film, les attaques de requins ne sont qu'un prétexte pour explorer une grande variété de thématiques. Première thématique phare, nos peurs et notre fascination enfantine à propos des monstres. On a tous ça quelque part en nous. On adore jouer à se faire peur. Ça explique d'ailleurs pourquoi les films d'horreur auront toujours de beaux jours devant eux. Dans Les Dents de la Mer, les problèmes techniques avec les requins mécaniques ont finalement été une bénédiction. Spielberg ne montrera rien, ou presque, et va jouer avec le puissant pouvoir de suggestion. Partant du principe très vrai qu'aucune image ne sera aussi traumatisante que notre propre imagination, le requin des Dents de la Mer joue à cache-cache et on ne le voit quasiment pas pendant plus de la moitié du film. En revanche, une jeune fille qui se fait secouer comme une poupée de chiffon dans l'eau, une chaîne qui se tend et arrache un ponton, ou encore des barils attachés à la couenne du requin qui font surface ou disparaissent tels des fantômes, ça mes petits amis, c'est absolument brillant. Le film égratigne aussi gentiment le capitalisme ordinaire et l'appât du gain à tout crin. Le conseil municipal d'Amity décide d'ouvrir les plages malgré la menace pour que le commerce estival de la station balnéaire puisse toucher le jackpot comme les autres années, quitte à ce qu'un gamin serve d'amuse-bouche tartare au squale meurtrier. On peut aussi évoquer le mépris de classe qui est un thème majeur du film. Quint, le prolo, déteste Hooper, le bourgeois, qui le lui rend bien. Les Dents de la Mer évoquent le déterminisme social et le fait que certains milieux ne sont pas compatibles et ne le seront jamais. On peut dire que Les Dents de la Mer est un film très difficile à ranger dans une case. Un peu film d'horreur, un peu film de monstre, un peu film d'aventure. Il ne faut pas non plus négliger que dans sa deuxième partie, le métrage se mue en un huis clos aquatique entre les trois protagonistes principaux qui se retrouvent embarqués ensemble sur le bateau de pêche de Quint. Et là, le triangle dramatique est absolument parfait. Brody est pris en sandwich entre Hooper et Quint. J'imagine que le fait que Shaw ne supportait pas Dreyfuss a beaucoup aidé au réalisme des scènes de prise de tête entre Hooper et Quint. Mais il faut également parler de la très grande qualité des dialogues, qui est un atout majeur de ce film. C'est magistralement écrit, d'une acuité impeccable, et les acteurs servent les dialogues à la perfection, du grand art. Il nous faudrait un plus gros bateau. Par où commencer ? Les scènes magistralement réalisées dans Les Dents de la Mer sont légion, certaines devenant même cultissimes avec le temps. Étant gosse, la première scène d'attaque de la jeune fille hippie qui prend un bain de minuit m'a profondément marqué. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit rien à part le corps de la jeune femme violemment secoué comme une poupée de chiffon avant d'être entraînée par le fond. Notre cerveau fait tout le travail dans cette scène et le résultat est glaçant.
absolument génial. La scène où Quint interrompt les discussions brouillonnes au conseil municipal en faisant crisser ses ongles sur un tableau noir, avant de proposer ses services de chasseur de requins dans une tirade sarcastique géniale. Et enfin, bien sûr, la scène nocturne dans la cale du bateau de pêche, où les trois hommes se réconcilient le temps d'une nuit d'ivresse. Cette scène est d'un réalisme fou, comme si on partageait vraiment cette soirée trop arrosée avec les trois hommes. Elle débouche sur la mythique tirade de Quint qui raconte le naufrage de l'USS Indianapolis en 1945. Cette tirade a été écrite et remaniée par Howard Sackler, John Milius et même Robert Shaw lui-même. Pour la petite histoire, le monologue est devenu tellement culte qu'on demandera régulièrement à l'acteur de le déclamer et ça le suivra jusqu'à sa mort en 1978. Il y a une myriade d'autres scènes absolument imparables dans Les Dents de la Mer. Je citerai En vrac, la mort d'Alex Kintner, l'exploration du bateau naufragé de Ben Gardner, la scène de pêche au gros avec Quint, et j'en passe. Ah, John Williams dans sa période symphonique. La bande originale des Dents de la Mer est un authentique chef-d'œuvre baroque et inquiétant. La musique a deux fonctions principales dans Les Dents de la Mer. D'abord, elle dépeint l'état d'esprit de certains protagonistes à des instants clés, tel un courant de pensée. Par exemple, quand Brody consulte des livres sur les requins. Ensuite, elle accompagne les attaques du requin sur deux notes qui sont Mi et Fa, qui reviennent en boucle, un peu comme les battements du cœur, comme une alternance entre le bien et le mal. Pour l'anecdote, Williams compose ce thème sur le mode locrien de la gamme majeure, qui est le mode le plus sombre et le plus inquiétant de cette gamme. Tout le monde est capable de fredonner la musique des Dents de la Mer. Williams réalise, là encore, un véritable coup de génie. Petit clin d'œil pour les gens de ma génération, on a eu la chance de voir ce film à la télé durant notre jeunesse, en VF. Je dis bien la chance, parce que la VF de 1975 est absolument remarquable, un véritable bijou. Je crois que c'est Alexandre Astier qui disait que Les Dents de la Mer était l'un des rares films américains qu'il préférait regarder en VF. Eh bien, ça me fait un point commun avec lui. Attention cependant, en 2005, pour les 30 ans du film, une nouvelle VF a été réalisée. Et, comment dire, c'est vraiment de la merde. Les gens qui sont à l'origine de ça mériteraient d'être attaqués à coups de fruits moisis en place publique. C'est une véritable honte. Pour les amateurs de format physique comme votre serviteur, on peut noter qu'il existe une version Blu-ray où le doublage original de 1975, en mono s'il vous plaît, est disponible. Bon, indispensable quoi. J'ai cru qu'il faisait un somme. Alors je me suis dit, faut que je le réveille. Il faisait des bonds dans l'eau comme un jouet de celluloïd. Debout. Et complètement cisaillé à partir de la taille. Jaws ou Les Dents de la Mer est considéré comme le premier blockbuster de l'histoire du cinéma. Essayons cependant d'apporter un peu de nuance. On considère qu'un blockbuster, c'est un film à très gros budget et amené à avoir un énorme succès populaire et financier. De ce point de vue, Jaws remplit les critères, en particulier en ce qui concerne le budget promo et la distribution la plus large possible. Cela dit, en 2023, il me semble que le succès d'un blockbuster est davantage lié à la puissance du matraquage marketing, dont il bénéficiera, plutôt qu'à ses qualités cinématographiques intrinsèques. Pour le dire de manière plus triviale, en 2023, une bouse peut tout à fait connaître un grand succès grâce à un marketing forcené. En revanche, le succès des Dents de la Mer est à mon avis davantage lié à ses incroyables qualités cinématographiques qu'au marketing qui l'a accompagné. L'âge d'or du cinéma américain est à mon sens la période qui va de 1967-68 à 1980, ce qu'on appelle parfois le Nouvel Hollywood, où les metteurs en scène étaient les maîtres absolus de leurs œuvres. Cette période a vu naître de véritables films d'auteur produits avec des moyens importants. Aujourd'hui, les temps sont plutôt aux insipides films de producteurs, mais je m'égare.
Jaws est et restera un joyau inaltérable. Pour moi, c'est un film parfait. Évidemment, les esprits simples lui reprocheront qu'il a mal vieilli et que le requin en carton-pâte fait peine à voir. Mais l'intérêt de Jaws est ailleurs. Et malheureusement, c'est pas l'avalanche de bouse made in Marvel qui éduquera l'audience à l'apprécier à sa juste valeur. À bientôt pour de nouvelles aventures, les amis.